Bien, bonjour à tous. Voici ici donc la correction d'un exercice que vous avez ici dans votre chapitre 5 de votre cours de béton, stabilité et génie civil en première année. Donc dans ce chapitre 5, c'était le calcul de méthode de poussée des terres par Poncelet. Et dans cet exercice, comme vous le voyez ici en termes de questions, on vous demandait de calculer la valeur de la poussée totale qui s'applique sur le mur en s'aidant du diagramme de pression et de pouvoir déterminer où s'applique cette poussée. Alors je vous avais mis ici sur la chaîne YouTube déjà au préalable la correction dans ce chapitre numéro 5 de l'exercice 1. Donc ça c'est une vidéo qui a déjà été postée et dans laquelle ici je ne vais pas nécessairement en reparler. Je vais essayer de donner peut-être ici une petite consigne en parallèle. Mais ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est d'essayer de visualiser avec vous l'exercice numéro 2. Donc cet exercice numéro 2, on le visualise ici, c'est quasi la même chose, le schéma ne bouge pas, on retrouve toujours ici un mur en L avec une dalle en béton armé qui sert ici de buter sur la base de ce mur en L, et vous retrouvez trois types de sols qui sont appliqués derrière ce mur en L. Chacune ont des dimensions, on le voit ici, qui sont précisées là-bas, qui sont données ici en centimètres, et comme vous le visualisez sur votre bouquin, je vous ai mis ici les trois valeurs des trois poids volumiques gamma, c'est gamma pour le sol 1, gamma pour le sol 2, gamma pour le sol 3, et on a ici les angles de fondement interne ici qui correspondent à l'angle phi. Ça va? Qu'est-ce qu'on me demande ici tel quel? À la différence de l'exercice 1, ici je vous l'ai mis en gras, on le voit ici dans l'énoncé, que le parement est considéré, nous ici, comme rugueux. Donc ça, c'est une chose qui va avoir une influence dans le sens où les poussées qui vont s'appliquer sur le mur vont être inclinées. Alors, on me demande donc ici trois choses précisément. On me demande d'abord de calculer la pression à 2,45 m de profondeur. Ça, c'est la première chose que l'on va me demander ici. Quand ça est fait, on va me demander de calculer les pressions. Pour ça, on va s'aider de ce que vous avez ici dans votre livre de slides, au slide 258, comme vous le voyez. On va utiliser la formule ici qui me donne la pression des terres sur un mur de soutènement. Et sur cette formule ici en bleu, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Alors je vous redonne ici la définition de ces paramètres. K gamma, ça reste le coefficient de poussée qui est donné dès le départ quand on le visualise ici. Pour la couche numéro 1, vous l'avez là. Pour la couche numéro 2, vous l'avez là. Et pour la couche numéro 3, vous l'avez là. Donc je donne préalablement dans l'exercice les valeurs de K gamma. Pour les gamma, qui sont les poids volumiques des sols qui sont derrière le mur, vous les avez ici. Pour le gamma du sol 1, pour le gamma du sol 2 et le gamma du sol 3, vous les avez. Et les hauteurs H sont données ici, H1, H2, H3. Bien faire attention en termes d'unité, puisque ici, les poids volumiques sont donnés en kilonewtons par mètre cube, et la dimension qui est donnée ici de l'épaisseur de mon sol, elle est donnée en centimètres. Donc forcément, il faudra transformer ici cette hauteur de sol en mètres pour pouvoir avoir une correspondance dans les formules en multipliant des kilonewtons par mètre cube à forcément des mètres et pas des centimètres. D'accord ? Donc cette première partie-là correspond à la pression des terres sur le mur. Et puis après le plus, vous avez la deuxième partie de la formule où K, Q est le coefficient qui subit l'influence d'une surcharge, qui n'est pas nécessairement présente ici sur le terre-plein, on le voit là, mais qui pour une couche inférieure de sol est d'application, puisque la couche supérieure au sol dans lequel on calcule la pression sur le mur, ce sol supérieur est considéré comme une surcharge pour le sol inférieur. Et donc le coefficient KQ que vous voyez ici est un coefficient qui sera calculé en faisant le coefficient K gamma de la couche correspondante à la couche où l'on calcule la pression sur le mur, sur le cosinus de lambda moins θ. Et alors, comme vous le voyez à votre slide précédent, le lambda qui est ici, c'est le fruit du mur, et le θ que vous voyez ici, ça correspond à l'angle d'inclinaison du terre-plein. Ça va ? Donc je vais essayer de mettre en parallèle ici la formule avec les calculs. Donc la première chose qu'on me demandait, c'était la pression à 2,45 m de profondeur. Ensuite, on calcule les pressions. On trace le diagramme. Alors j'ai fait un schéma suffisamment grand pour avoir
une échelle grande. Et en fonction de chaque couche, vous voyez, on demande la poussée de la couche, combien elle vaut, et par rapport à la base inférieure de votre semelle, à quelle distance se situe la valeur de la poussée horizontale de la couche. Donc je précise bien, et ça je vais le mettre ici en évidence encore d'une autre couleur pour bien vous le mettre en évidence. Moi c'est la poussée horizontale que je veux, c'est pas la poussée de la couche, c'est la poussée horizontale. Pour pouvoir additionner les poussées entre elles, il faut qu'elles aient même sens ou même direction, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir avoir des additions qui sont équivalentes. Alors c'est la même chose pour la poussée horizontale dans la couche 2, c'est la même chose pour le calcul de la poussée horizontale dans la couche 3, et ensuite on me demandera la poussée totale. Une fois que ça est fait, comme vous le voyez, on me demandera d'essayer d'analyser les résultats que j'obtiens entre l'exercice 2 et l'exercice 1 en termes de poussée totale, en termes de pression, et donner un peu une conclusion par rapport à cela. Ça va ? Donc, on va repartir sur le début, d'accord ? Et on va se lancer ici dans l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice numéro 2 que vous voyez ici, on retrouve ici le mur de soutènement, on retrouve les 3 sols, les coefficients que je vous donne ici, et je démarre le calcul. Alors, la pression à 2,45 m de profondeur, il faut d'abord avoir le niveau de référence. Ce niveau de référence, comme vous le voyez ici dans l'énoncé, ce niveau de référence, je vais le mettre ici en bleu, c'est le niveau 0 qui est pris au sommet du mur. Donc le sommet du mur ici, c'est le niveau 0, 0. C'est à partir de ce référentiel-là que je calcule mes profondeurs. Alors comme moi je suis à 2,45 m de profondeur, c'est pas compliqué, je vais le faire avec vous. Ceci, les 35 cm, c'est 0,35 m, d'accord ? Donc je vais déjà descendre à partir de 0 de 0,35 m. Puis je vais descendre ici d'1,15 m puisque j'ai 115. Et si vous faites dans votre calcul 2,45 m moins 0,35 pour la couche 1 moins 1,15 m pour la couche 2, vous arrivez à 95 cm, donc 0,95 m. Et ces 0,95 m, ça veut dire que en partant de 0 et pour descendre de 2,45 m, je suis ici descendu dans la couche 3 de 95 cm. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ici dans quelle couche est-ce que vous êtes. Vous êtes dans la couche numéro 3 et vous y êtes de 95 cm. Alors on me demande ici si le parement est incliné. Non, on le voit bien, il est vertical. Donc là, j'ai pas de souci avec ça. Alors par rapport à ça, je vais activer le défilement pour que ce soit plus facile. Voilà. Par rapport à ça, si la hauteur est verticale, la valeur H que j'ai ici dans la formule de calcul de pression, ce sera nos 95 cm qu'on a calculé juste au-dessus. Alors je me situe dans la couche 3, donc je vais prendre le K gamma de la couche numéro 3, vous le voyez ici. On retrouve ici le poids volumique du sol numéro 3, puisque je suis dans la couche numéro 3, on le voit ici, le gamma 3. Voilà le H3 qui vaut 0,95 m, plus le KQ de la couche dans laquelle je suis, c'est la couche numéro 3, fois, alors le Q dans la formule ici englobe en fait de manière générale tout ce qui est considéré par la couche de sol dans laquelle je calcule sa pression sur le mur. Ça englobe ce Q, l'entièreté de ce qui pourrait être considéré comme surcharge pour la couche dans laquelle je suis en train de travailler. Nous, si on regarde, on est dans la couche numéro 3, et qu'est-ce qui pourrait être considéré comme surcharge pour la couche numéro 3 ? C'est ce qu'il y a au-dessus d'elle. Et c'est quoi ce qu'il y a au-dessus ? C'est la couche numéro 2 et la couche numéro 1. Donc pour calculer la surcharge que représente une couche de sol sur une autre, j'ai simplement à faire le poids volumique gamma du sol fois son épaisseur. Et là, vous aurez la surcharge que représente la couche sur celle en dessous. Et si je travaille en parallèle avec la notion d'unité, je peux me dire que le gamma, c'est des poids volumiques, donc c'est des kilonewtons par mètre cube. Si je les multiplie à des mètres, je vais avoir des kilonewtons par mètre carré au final, qui correspond bien à l'unité d'une surcharge pour la couche de sol ici inférieure avec laquelle je travaille. Donc moi ici on le voit, dans ma formule, pour calculer la pression à 95 cm de profondeur dans la couche numéro 3,
avec l'indice 3, j'ai la couche 2 en termes de surcharge, plus la couche 1 en termes de surcharge. Donc c'est ça qui fait en fait office dans le calcul. Le Q, c'est les deux couches qui sont considérées en surcharge. Après, j'ai plus qu'à remplacer les données, 0,309 pour K gamma 3, le poids volumique 16,3 pour gamma 3 et 0,95 pour la hauteur qu'on vient de trouver. Le KQ3, si je l'applique, KQ3 c'est K gamma 3 sur le cosinus de lambda moins θ. Alors le K gamma 3 on le connaît, le lambda combien est-ce qu'il vaut dans mon énoncé ici? Le lambda c'est le fruit du mur. Vous voyez, j'ai pas d'inclinaison de la paroi verticale, donc le lambda ici vaut 0. Et le θ, c'est l'inclinaison du terre-plein. Le terre-plein est horizontal et il n'est pas incliné. Donc dans ce cas-là, le θ vaut 0. Donc je vais me retrouver avec K gamma 3 sur cosinus de 0 degré moins 0 degré. Et le cosinus de 0 degré moins 0 degré, ça fait cosinus de 0 degré et ça vaut 1. Donc j'aurai K gamma 3 fois gamma 2 E2 plus gamma 1 E1. Alors pourquoi est-ce que vous allez me dire, monsieur, on a écrit E1 et E2 à la place de H1 et H2? Alors j'ai différencié dans la formule la notion des H pour faire correspondre ça à la hauteur du mur en contact avec les terres dans la couche concernée. Et le Q, j'ai mis des petits E parce que là je travaille avec des épaisseurs de sol. Et les épaisseurs de sol, ça c'est toujours vertical. Tandis que les hauteurs H ici, ça correspond plutôt à la longueur du parement du mur en contact avec la terre. Et ça, ce parement, il peut être soit oblique ou vertical. Si le parement est vertical, forcément la hauteur du mur en contact avec les terres sera de même valeur que l'épaisseur des sols. Mais si par contre j'ai un parement oblique qu'on va voir ici dans les exercices suivants, à l'exercice 4, là par contre les H deviendront obliques. Et donc c'est pour ça que j'aime bien différencier dans la formule le H du parement incliné avec dans la notion du Q, la surcharge, les épaisseurs ici E1 et E2 verticales. Et donc quand je remplace tout, j'arrive à une pression de 11,37 kN par mètre carré. Donc ça c'est la réponse à la première partie de la question qu'on me propose, la pression à 2,45 m de profondeur. Deuxième chose qu'on me demande, vis-à-vis de l'énoncé, vous le voyez, on me demande de calculer la poussée horizontale qui s'applique dans chaque couche de sol. Et ça, on va devoir s'aider du dessin du diagramme de pression que nos couches exercent sur le mur. Alors, on pourrait très bien calculer chacune des poussées des couches de sol en utilisant cette formule ici en rouge, mais on ne saurait pas donner l'endroit où s'appliquent les poussées couche par couche. Et pour connaître ces endroits où s'appliquent ces poussées couche par couche, on est obligé de passer par la notion du diagramme de pression qui va nous indiquer, en fonction de sa forme, les points d'application de ces poussées dans les diagrammes de pression qui seront là couche par couche, parce que ces poussées s'appliquent bien évidemment au centre de gravité de ces diagrammes de pression, ce qu'on va visualiser. Alors nous, notre première étape, elle est assez simple, elle est assez basique, comme vous le voyez ici. C'est de reprendre couche par couche les formules ici qu'on va appliquer en bleu, mais qu'on va détailler à chaque endroit précis. Et donc comme vous le voyez ici, la pression au niveau 0, c'est au niveau du terre-plein. Je n'ai pas de pression de terre, puisque le H vaut encore 0 à cette époque-là. Donc ici, le H vaut 0, donc toute la partie à l'avant de la formule, ça vaut 0, plus KQ, donc KQ, on va dire ici, ce serait KQ1, puisque je suis dans la couche 1, et là ici, je reprends le K gamma du sol numéro 1, qui est à 0,226, fois la surcharge, quand je suis au terre-plein, j'ai pas de surcharge. On peut reprendre l'énoncé si vous voulez pour le visualiser, mais quand je suis au niveau du terre-plein, ici, j'ai pas de surcharge qui s'applique ici dessus, et j'ai pas à ce niveau-là de couche au-dessus qui s'applique dessus. Donc j'ai aucune surcharge au niveau du terre-plein. Et si j'ai aucune surcharge, je n'ai pas de secret, je mets 0. Et donc la pression au niveau 0 mètre de profondeur, si on veut dire, elle vaut 0. J'ai pas de pression.
Pour ce qui est de la pression en bas de la couche 1, je vais respecter la formule en faisant K gamma 1 fois gamma 1 fois H1 plus KQ1 fois la surcharge Q. Alors, la surcharge Q, j'en ai toujours pas. Donc, je mettrai toujours 0 ici. Donc, la deuxième partie de la formule, ça vaut 0. Par contre, comme je suis ici en bas de la couche 1, je suis à 35 cm de profondeur, je vais avoir 0,226 K gamma 1 fois gamma 1 fois H1. Et là, j'arrive à une pression de 1,08 kN par mètre carré. Quand je suis maintenant au-dessus de la couche 2, donc petit p d2, ça veut dire que je suis au-dessus de la couche 2, là, je vais prendre les coefficients K gamma, gamma et ici KQ de la couche 2. Donc je vais avoir K gamma 2 ici, KQ2. Alors le gamma et le H, pourquoi est-ce qu'ici, vous voyez, il y a une notion de correspondance. Donc je vais prendre le 13,6 que j'avais ici, juste au-dessus, et le 0,35 que j'avais ici, juste au-dessus. Parce que comme je suis à la séparation entre le bas de la couche 1 et le dessus de la couche 2, je ne sais pas mobiliser encore de l'épaisseur dans la couche numéro 2, et je dois conserver cette notion de hauteur 1 de sol pour me guider vers la pression au-dessus de la couche 2. Donc ce que je fais, c'est que je prends simplement en compte la valeur du coefficient K gamma 2, ici, fois gamma 1 fois E1, plus gamma, enfin KQ2, donc c'est K gamma 2 sur le cosinus de 0 moins 0, fois la surcharge qui vaut 0. Donc ce qui est bien important de retenir ici, c'est que entre le bas de la couche 1 et le dessus de la couche 2, ce qui va changer dans la formule, c'est uniquement les notions des coefficients, puisque je change de nature de sol, donc je change les coefficients K gamma et forcément KQ. Sinon, à part ça, le reste de la formule entre le bas de la couche 1 et le dessus de la couche 2 ne change pas. Et donc vous voyez que la différence est marquée de manière très faible entre la pression au-dessus de la couche 2 et la pression en bas de la couche 1. Il y aura un léger ressaut, une légère augmentation de pression en passant du bas de la couche 1 vers le dessus de la couche 2. Alors quand je suis dans le bas de la couche 2, je fais K gamma 2 fois H2. Là, je suis réellement capable de mobiliser de la terre dans la couche 2, plus K gamma 2 sur cosinus de lambda moins θ, fois, alors il n'y a toujours pas de surcharge au niveau du terre-plein. Par contre, comme je suis dans le bas de la couche 2, je considère que la couche numéro 1 est considérée comme une surcharge pour la couche numéro 2. Et donc je vais avoir gamma 1 fois E1. Ça va? Et j'arrive à 5,86. Quand je suis au-dessus de la couche 3, c'est la même formule que ceci. Qu'est-ce qui va changer? C'est juste ici le coefficient K gamma. Je passe de K gamma 2 maintenant la couche 3 à K gamma 3. Et ici, K gamma 2 à K gamma 3. Tout le reste ne change pas, puisque au-dessus de la couche 2, je ne suis pas encore capable de mobiliser de la terre numéro 3 pour venir y placer une notion de pression horizontale. Et donc la pression horizontale dans la couche numéro 3 provient de cette couche numéro 2 avec son poids volumique et sa hauteur. Vous voyez qu'ici, j'arrive à 6,59 kN toujours par mètre carré. Quand je suis dans le bas de la couche 3, là, alors, je mobilise complètement de la couche numéro 3, où je prends K gamma 3 fois gamma du sol 3, qui engendre une pression sur une hauteur 3 de 1,40 m. Et donc, je fais K gamma 3 fois H3. Plus K gamma 3 sur le cosinus, forcément de 0 degré, fois, alors qu'est-ce qui est considéré comme une surcharge pour la couche numéro 3 ? Si on reprend l'énoncé, pour la couche numéro 3, ce qui est considéré comme surcharge, c'est la couche numéro 1 et la couche numéro 2. Et je n'ai pas de surcharge au-dessus. Donc ce sera juste la couche numéro 1 et la couche numéro 2 qui sont considérées comme surcharge. C'est ce que je mets ici en pratique dans le calcul. Dans la valeur de Q, globalement, je mets 0 pour la surcharge. Au-dessus du terre-plein, il n'y en a pas. Plus, ici, le sol, ici, comme vous le voyez, numéro 1. Plus le sol numéro 2. Et j'arrive à 13,64 kN par mètre carré. Alors une fois que j'ai fait ça, donc j'ai calculé toutes les pressions, je vais juste aller positionner ces valeurs sur mon schéma. Comment est-ce que je fais? Vous voyez, je trace ici en orange
toutes mes valeurs. 0, alors on ne le voit peut-être pas suffisamment bien sur le schéma, mais en bas de la couche 1, donc juste au-dessus de la première ligne de séparation des sols, il y a le 1,08. En bas de la couche, enfin plutôt en bas de la première ligne, donc au-dessus de la couche 2, j'ai 1,31. En bas de la couche 2, je suis à 5,86. Au-dessus de la couche 3, 6,59. Et en bas de la couche 3, 13,64. Donc là, ici, ma première étape quand je suis dans l'exercice, c'est de dessiner ce diagramme en orange. À partir de ce moment-là, vous le voyez, on va déjà arriver à l'étape suivante qui est de calculer les valeurs, tout simplement, des poussées dans chacune des couches. Alors, comment je fais pour calculer la poussée numéro 1 en bleu, ici? Je reviendrai après sur le fait de pourquoi elle est inclinée. Mais la valeur et l'intensité de cette poussée 1, c'est pas compliqué. La poussée, c'est la résultante du diagramme de pression de la couche 1. Quelle est la forme du diagramme de pression de la couche 1? C'est un triangle. Donc je vais faire base, la pression à 1,08 kN par mètre carré, fois la hauteur 0,35 divisé par 2. J'arrive à 0,19 kN. D'accord? Donc le P1 qui est ici, il vaut 0,19 kN. Alors pourquoi est-ce que ce P1, j'ai dessiné incliné d'un angle de 2/3 de 37 degrés? Parce que si on reprend l'énoncé, on voit que le parement ici des terres est considéré comme rugueux. Donc on le voit ici, je vous l'ai mis ici en évidence, je ne sais pas si on le voit, ou peut-être je dois le mettre ici, pardon, en surbrillance. Le parement est considéré en rugueux. Et donc si le parement est en rugueux, on va retomber, comme on l'avait fait ici dans les cours, dans un tableau. On va peut-être pouvoir le reprendre ici un peu plus haut. Voilà, je prends ici le premier exemple, celui qui est à votre slide 240. On voit qu'en fonction de la rugosité de l'écran, si le parement est rugueux, on va devoir incliner la valeur de la poussée d'un angle qui correspond à 2/3 de phi, et phi étant l'angle de fondement interne du sol dans lequel je calcule cette notion de poussée. Ici, dans notre cas, c'est la couche numéro 1. Donc on va incliner de 2/3 de 37 degrés. Et vous le voyez ici, dans notre dessin, on va avoir la poussée 1 qui est inclinée de 2/3 de l'angle de fondement interne de 35 degrés, et je vais l'incliner. Or, moi, on me demandait bien, et on le précisait, je vous l'ai mis en évidence, la poussée horizontale de la couche 1. C'est juste une projection, ici, de P1 à l'horizontale. Comment est-ce que je fais? Je fais P1 fois le cosinus de 2/3 de phi. Et donc, vous avez P1 fois le cosinus de 2/3 de phi. Ça me donne 0,17 kN ici à l'horizontale. Alors, là, ici, j'ai trouvé la poussée, comme on le voit ici, horizontale. Pour ce qui est du bras de levier, donc on ne le voit pas bien avec ceci, mais on voit que la ligne de cote arrive de là jusque ici, et j'ai 2,67. Comment est-ce que je trouve 2,67? D'abord, on me demande toujours le bras de levier par rapport à la base inférieure de la semelle. Donc on va avoir la couche numéro 3, ici 1,40 m, plus la couche numéro 2, 1,15 m, plus où je suis par rapport au point d'application de cette poussée dans le diagramme ici qui est triangulaire. Ça s'applique simplement au tiers de la hauteur, en partant de la base. Donc en partant de la base, en partant du bas du triangle. Et donc comme je suis partant de la base à 1/3, je suis à 1/3 de 35 cm, donc à 1/3 de 0,35 m. Et quand j'accumule ces trois distances, j'arrive à 2,67 qui est mon bras de levier. Ça va? Alors ça c'est pour la couche numéro 1. Pour la couche numéro 2, comment est-ce que je trouve la valeur en bleu de P2? Là je dois analyser un peu différemment le diagramme de pression. Vous voyez qu'ici, je pars avec une pression qui est à 1,31 kN par mètre carré, et je vais jusqu'en bas de la couche 2 à 5,86 kN par mètre carré. Donc là par contre, j'ai un trapèze. Et là, pour trouver la résultante P2, je vais faire la surface du trapèze, ici. Et comme on le voit ici là-dessus, la surface de mon trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. D'accord? J'arrive à 4,12. Et de la même manière, pour trouver la poussée P2 horizontale, je vais devoir projeter à l'horizontale. Je vais incliner ma poussée P2 en bleu
d'un angle correspondant à 2/3 de l'angle de frottement interne du sol 2 qui vaut 32 degrés. Et c'est pour ça que vous voyez que P2 est incliné ici de 2/3 de 32 degrés, ou 32, c'est l'angle de frottement interne du sol numéro 2. Donc, pour trouver les 3,84 kN, j'ai fait P2 fois cosinus de 2/3 de 32 degrés. Et c'est ce que vous voyez ici. Ça va ? Je suis à 3,84. Alors après, pour ce qui est de la distance à laquelle s'applique par rapport à la base inférieure de notre mur cette poussée P2X, comment est-ce que je trouve les 1,85 m ? Il suffit de réfléchir de la manière suivante. Regardez, au-delà du calcul, on va partir de la base, donc on va avoir 1,40 m plus l'endroit où s'applique cette poussée horizontale de 3,84 kN. Et l'endroit où s'applique cette poussée, c'est le centre de gravité du trapèze, ici, dans la couche 2, formée par 1,31 et 5,86 en pression. Et pour avoir cette notion-là de centre de gravité d'un trapèze, il faut retourner un petit peu plus haut quand même ici, dans votre calcul, ou dans votre livre de slide. On en était ici. Voilà, ça doit être dans les slides 90, je pense. Voilà, au slide, moi je l'ai ici 94. Donc on le voit ici sur la fin vraiment de l'écran. On a un trapèze ici qui n'est pas nécessairement rectangle, mais nous il est rectangle. Là on le voit ici avec les angles droits. Bon, là-bas il ne l'est pas, mais c'est pas grave, ça ne change pas du tout la formule. On va faire 2 fois la petite base, donc 2 fois nous ici 1,31, plus la grande base ici B, nous c'est 5,86, divisé par la somme des deux, donc la petite plus la grande base, fois la hauteur sur 3. Et la hauteur, nous, c'est, comme vous le voyez, 1,15 m ici. Donc, si je fais 1,40 m plus la distance au centre de gravité, je tombe sur la valeur ici d'1,85 m que vous voyez à gauche. Et c'est le cas ici. Ça va donc, couche 3 plus 2 fois la petite base plus la grande, sur la somme des deux, fois la hauteur du sol 2 divisé en 3. Ça va ? Pour ce qui est de la couche numéro 3, c'est le même concept. On reprend le diagramme trapézoïdal de la couche 3 avec la petite base à 13,64 kN par mètre carré. La petite base, pardon, à 6,59, la grande base à 13,64. Donc on fait grande base plus petite base fois la hauteur du trapèze qui est la couche de sol 3 sur 2. J'arrive à 14,16 kN. Cette valeur de poussée P3, comme vous le voyez ici sur le diagramme, est inclinée de 2/3 de l'angle de frottement interne du sol 3. Donc pour trouver la composante horizontale, on fait P3 fois le cosinus de 2/3 de phi 3, d'accord, fois 2/3 de 29. On a ici ceci, P3 fois cosinus de 2/3 de 29, 13,36. Et pour trouver le bras de levier, donc où s'applique réellement cette poussée numéro 3, vous voyez là-bas, je fais le calcul du centre de gravité du trapèze de la couche 3, en appliquant la formule ici à droite. 2 fois la petite plus la grande sur la somme des deux fois la hauteur sur 3. D'accord ? C'est ici. Alors j'ai mes 3 poussées horizontales. Dans la couche 3, j'ai 13,36, 3,84 et 0,17. Qui n'est pas beaucoup, mais je la prends quand même. Donc si on me demande la poussée horizontale totale, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire l'addition des 3 poussées horizontales. Je suis à 17,37. Et pour trouver l'endroit où s'applique cette poussée horizontale totale, je dois faire en fait l'équation d'équilibre. Et je dois dire que la poussée horizontale totale fois la distance que je recherche est égale à la poussée de la couche 1 fois son bras de levier, plus la poussée de la couche 2 fois son bras de levier, plus la poussée de la couche 3 fois son bras de levier. Chacune des poussées étant prise horizontalement, ce qui me paraît logique, mais je le reprécise. Donc moi, si je cherche forcément l'endroit où s'applique cette poussée totale, je connais l'intensité de la poussée totale, je vais diviser l'entièreté ici par l'intensité de la poussée totale. Et si vous faites ça divisé par 17,37, vous arrivez à 0,91 mètres. Ça va ? Donc ça, les 17,37 kN, si je dois les analyser en correspondance avec du réel, du concret, si je transforme ça d'abord en tonnes, donc les kilonewtons, je les transforme en tonnes. Pour transformer les kilonewtons en tonnes,
Il suffirait simplement de diviser la valeur en kilonewtons par 10. Pourquoi? Parce que 1 kilonewton, c'est 1000 newtons. Si j'arrondis, 1000 newtons, c'est 100 kg. Et ces 100 kg, c'est 0,1 tonne. Donc, pour passer de kilonewton à tonne, j'ai qu'à diviser la réponse par 10. Et là, vous voyez qu'on arriverait à 1,7 tonnes de poussée horizontale à 91 cm. Donc 91 cm, ça correspondrait plus ou moins ici, je dirais. Voilà. Et ce serait 1,7 tonne. Donc l'équivalence en termes de poussée des 3 couches sur le mur, ce serait 1,7 tonne qui s'applique à 91 cm en partant de la base inférieure de votre semelle du mur. Ça, ce serait l'aspect un peu plus pragmatique et réel. Alors, dernière chose qu'on me demandait après cela, c'était essayer de donner une petite conclusion. Alors, la conclusion, elle se fait entre les deux exercices qu'on me demande. Lequel? L'exercice 1, l'exercice 2. L'exercice 2, c'est celui que je suis en train de résoudre avec vous. Et l'exercice 1, c'est celui que vous aviez à votre page 100. Où là, c'est le même énoncé, même mur, mais la seule différence qui change, c'est qu'ici, le parement, il est considéré, comme vous le voyez, en lisse. Donc là, le parement, il est lisse. Oups, voilà. Donc s'il est considéré comme lisse, forcément, c'est plus les mêmes valeurs de poussée. C'est plus les mêmes valeurs de pression, et c'est plus les mêmes valeurs de poussée. Et on avait ici une poussée à 20,72 kN. Et nous, on l'avait un peu moindre. On l'avait à 17,37. Donc on est passé de l'exercice 1, quand le parement il est lisse, à 20,72 que vous voyez ici, de poussée, corps total, horizontal, à une valeur ici, chez nous, de 17,37. Donc qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? On voit que forcément la poussée horizontale, elle diminue quand on passe pour un même mur, même hauteur, même caractéristique de sol, tout identique, sauf qu'on transforme la paroi du mur en rugueux. Là, on voit qu'en passant de lisse à rugueux, on diminue la valeur de notre poussée. Pourquoi? Parce qu'on incline simplement les valeurs des poussées. Et donc, on diminue les valeurs des composantes horizontales des poussées quand le parement devient rugueux. Il n'y a pas de choix ici par rapport à cela. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de débat global par rapport à cela. C'est mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quand on passe de 20,72 à 17,37, on a une diminution de combien de pourcents? De 19%. Alors comment est-ce que j'ai trouvé cette notion de pourcentage? J'ai qu'à prendre simplement la plus grande valeur qui est à 20,72 kN et je la divise par la plus petite à 17,37. Et là je vois que en passant de 17,37 à 20,72, j'aurais eu une augmentation de peu plus de 19%. Donc si en phénomène inverse, en passant de 20,72 à 17,37, j'ai une diminution forcément des 19% ici dans ma capacité en valeur globale de pousser. Ça va? Donc on conclut que les terres poussent donc moins fort quand le parement devient rugueux à la place de lisse. Par rapport maintenant aux pressions. Alors la pression max ici qu'on avait dans notre dessin, elle était à 13,64 quand le parement est rugueux. Et quand le parement est lisse, on le voit, elle est ici à 15,32. Donc on est passé, quand le parement est lisse, de 15,32 à 13,64. Donc on a eu ici une diminution de la valeur de la pression. Donc la pression maximale en pied de mur, elle diminue aussi quand le parement devient rugueux. Et on passe de 15,32 à 13,64. Donc si on refait le même concept de calcul, on va avoir ici 15,32 divisé par les 13,64. Vous avez ici, comme vous le voyez, une augmentation de 12%. Donc en phénomène inverse, ce serait une diminution de 12% ici là-dedans. Ça va? Alors l'endroit où s'appliquent ces poussées, cette poussée totale, on l'a calculé ici, on est à 0,91 m, donc à 91 cm. On sait que la poussée totale dans l'exercice 1 s'applique à cette hauteur-là. Et quand je reprends ce que je viens de faire avec vous, c'est la même chose, 91 cm, les 17 et des. Donc on voit que dans notre cas, la poussée s'applique au même endroit dans les deux cas. Donc le fait de changer la rugosité du parement, en ne changeant pas les caractéristiques du sol, ça n'influence pas l'endroit où s'applique la poussée horizontale totale. Ça reste similaire. Donc ça, c'est une première
aussi constatation à faire dans les exercices de calcul de pression ou de poussée. Alors ici, dernière remarque ici que j'avais précisé là-dessus, qui était une remarque globale, en général. Il faut vraiment l'avoir dans sa globalité et pas dans quelque chose de précis par rapport à l'équilibre général du mur. C'est vraiment avoir une notion de logique. Si on imaginait quelqu'un qui pousse sur le mur et il pousse de l'intensité de la poussée horizontale totale, on voit que quand il est lisse, le gars il pousserait de 20,72 à 91 cm de hauteur, et quand on serait avec un parement qui serait rugueux, il pousse de 17,37 à la même hauteur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le couple de renversement, la manière dont le gars est capable de renverser le mur vers le vide, on va dire ça comme ça, que j'ai dessiné avec les petits pointillés en mots, cette manière dont il renverserait le mur, ce serait un petit peu plus prononcé quand le parement il est lisse, puisque le moment est un peu plus grand, que quand le parement est rugueux. Donc on voit que la tendance au mur à basculer vers le vide serait un peu plus prononcée quand le parement est lisse que quand le parement est rugueux. C'est ça qu'on pourrait visualiser ici tel quel. Ça va? Donc, ceci clôture la correction de votre exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ici là-dessus, à part ce que je vous ai mis là? Bien faire attention que quand vous utilisez les formules ici de calcul de pression, puisque c'est la base de votre calcul, c'est ça le point de départ, bien maîtriser ce que vous avez ici à votre slide, je crois que c'est le slide 258 dans cette version de cette année-ci, c'est ceci. Voilà, bien maîtriser à quoi correspond chacun des termes et faire la correspondance par rapport à chacun ici des éléments qui sont en adéquation avec votre énoncé. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Si ça est bon, si vos pressions sont bonnes, après le tracé du diagramme et le calcul des poussées, qu'elles soient en bleu ou horizontales en rouge, c'est chaque fois le même concept. Donc il n'y a pas de nouveauté ici telle quelle dedans. Ça va ? Donc voilà, ceci clôture la résolution complète de votre exercice numéro 2.